Qui est chaud? Moi, je suis chaud. Let's go. Non, la cuisine, c'est vraiment pas mon truc. Hein. On blague pas, c'est sérieux ce qu'on fait ici, voilà. T'es super cool, maintenant on va vérifier si tu sais cuisiner, tu vois. Du beurre, de la crème, du beurre, de la crème, du beurre, de la crème. Si vous êtes pas trompé. Ça commence à me donner faim en fait. Aujourd'hui, pour ce 9e épisode d'Ave César le podcast, je reçois le chef Maurice Sacco. Peut-être que tu le connais déjà grâce à Top Chef, en tout cas moi c'est là que j'ai découvert Maurice Sacco. Il est chef étoilé avec un parcours impressionnant, mais surtout il a une vision très singulière de son métier. Son style gastronomique est à la croisée d'influences qui lui sont très personnelles, entre cuisine française, africaine et asiatique. En fait, pour lui, la cuisine est un moyen d'exprimer qui il est vraiment. Ensemble, on a parlé de la jeunesse de son restaurant étoilé, de créativité, d'art culinaire, mais aussi de l'exigence qu'il faut pour construire une identité forte en gastronomie. Je suis super heureux de vous inviter dans cette discussion. Ave César le podcast avec Maurice Sacco, c'est parti. Bon, Maurice Sacco, je suis trop content de te recevoir en vrai ici. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es chef cuisinier. On va parler un petit peu de ton parcours et tout, parce que moi je le trouve exceptionnel, c'est pour ça que je t'ai amené ici quand même. Mais tu as un parcours un peu particulier. Aujourd'hui, tu es chef cuisinier dans un restaurant qui s'appelle Mosuke, ouais. C'est ça, qui a, si je ne m'abuse, une étoile au guide Michelin. Ouais, quand même. Ça, bravo déjà. Et puis à côté de ça, tu as 3 restos du coup de street food, un peu plus street food qui s'appelle Mosugo. On va parler un peu de tout ça, d'où ça vient Mosuke, etc., etc. Je fais un petit peu ta fiche, mais t'es né en 1992. Totalement. C'est ça. En 92. T'es dans une fratrie avec 9 enfants. C'est ça. Ça, pareil, on va en parler parce que ça m'intéresse un peu de savoir comment justement t'as grandi un peu dans cet environnement-là. Et je crois que ta maman est malienne et sénégalaise, c'est ça? Ouais, ma mère est malienne et elle a grandi au Sénégal. En fait. Ok. La famille aussi sénégalaise. Et puis t'as un papa aussi qui est sénégalais, malien, pardon. Ouais, malien. Ouais. Et un truc marrant, c'est que j'ai vu que tu avais un peu une actu en ce moment. T'as ouvert des plats chez Air France. Ouais. Tu peux nous en parler de ça? J'ai trouvé ça marrant de voir ça. Je crois que c'est inédit. Ouais, pour un chef cuisinier. C'est assez inédit. Donc, faut savoir que Air France, ils font des plats signature sur leur classe business et première depuis très longtemps. Ouais. Donc, mais ils le font surtout au départ de Paris et au départ de certaines zones, on va dire, comme New York, le Japon, tu vois, des zones bien installées. Ouais. Et là, c'est la première fois qu'ils font une signature de chef, du coup, pour les vols qui sont en départ de l'Afrique. Et donc là, c'est trop cool parce que j'inaugure un peu ces trucs-là. Et donc, ça démarre d'abord par la ligne Abidjan-Paris. Et ensuite, on va faire la ligne Abidjan, mais aussi Dakar, Cotonou, Libreville, Nairobi aussi. Ok, et donc, trop cool, quoi. C'est un gros boulot parce que en vrai, faire à manger pour de l'aérien, ça a plein de contraintes d'hygiène, de transport et tout. Mais juste le fait de se dire que voilà, Air France s'ouvre aussi à se dire on va travailler local, mais aussi sur le continent africain, c'est pour moi. Ouais, c'est toi, une bonne nouvelle, ça a une saveur particulière aussi pour toi. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai passé 1 mois au Bénin là. Je reviens de vacances, donc j'aurais kiffé sur Cotonou. Par contre, j'étais chez Air France, mais j'étais pas en première, donc je pense que j'aurais pas du tout le droit à tes plats. Non, j'étais pas en business non plus. mais non, je trouvais ça marrant. Je t'explique un peu le concept. Je t'ai déjà expliqué, mais on va le refaire. En gros, ici, j'ai une boîte. Et dans cette boîte, j'ai mis plein d'objets qui vont un peu retracer ta vie. Okay. Ça qui m'intéresse un petit peu, c'est savoir comment un peu tu t'es construit, comment finalement t'en es arrivé à être chef étoilé. Et donc tu vas pouvoir plonger la main, récupérer les objets et en fonction de ça, moi je vais te poser des petites questions. Okay. Ça te va? Allez. Nickel. Let's go, c'est parti. Tu peux piocher le premier. Alors. Et tu peux décrire aussi ce que tu vois. Un journal du coup. Un journal. Qui a l'air assez vieux. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Le Monde, daté du 24 septembre 1992. Ma date de naissance. Exactement. C'est le journal du Monde pile de ton jour, qui est sorti de ton jour. C'est beau. C'est beau. Je savais pas lire à cette époque, du coup, c'est pas mal. Maintenant, tu peux savoir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Mais non, pourquoi on t'a amené ça? Parce que déjà, je trouve l'objet marrant, en vrai. Non, c'était plus pour savoir un peu, justement, où t'as grandi, quel enfant t'étais, qu'est-ce que t'aimais faire quand t'étais enfant et tout. Simplement. Et je vais te récupérer ça. Totalement. Je te le merci. Je veux bien le garder, c'est trop cool comme idée. Moi, je suis né à Champigny-sur-Marne. J'y ai pas grandi, je suis resté là-bas jusqu'à mes 3 ans, 4 ans, je sais plus exactement. Et ensuite, j'ai grandi, donc mes parents ont déménagé et ont été en Seine-et-Marne.
Et donc j'ai grandi à Tournan-en-Brie. Donc c'est un village qui est un peu à la frontière vraiment entre le rien du tout et la campagne Ok. du 77 et la ville et la civilisation. Donc c'est-à-dire que aussi bien je prenais le direct pour Gare de l'Est, j'étais à Gare de l'Est en 30 minutes. Donc en 40 minutes on était à Châtelet quoi, avec mes potes. Et autant je prenais le vélo en 30 minutes et j'étais vraiment au milieu de rien. De rien, Quoi. à la Vraiment campagne, à la rien. campagne. À la campagne, il y avait des champs et tu regardes le plus loin que tu peux, tu vois que des champs quoi. Et donc j'ai grandi moi dans ce Dans cet environnement. milieu-là. T'as Dans cet kiffé environnement, quoi. justement vivre un peu dans l'entre-deux. Ouais, totalement. Et je pense que ça a facilité aujourd'hui tout ce que je peux faire dans mon travail. Mais vivre dans cet entre-deux, c'est aussi avoir le choix. De se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de sortir et d'aller en ville et je sais pas, voilà, d'aller sur Paris, d'aller se faire un ciné, manger le dernier kebab qu'on trouve pas, nous, chez nous, parce qu'il y a un vieux kebab tenu par le même monsieur turc qu'on trouve dans tous les villages et voilà, quoi. Et aller goûter des trucs un peu plus d'actu ou se dire, non, là, on a envie de sortir, aller avec les potes, rester dehors, faire un foot et, je sais pas, traîner et juste être en mode à la fraîche dehors sans aucun C'est problème. vrai que c'est trop bien d'avoir le choix. Moi, j'ai grandi à la campagne et en vrai, jusqu'au lycée, j'avais pas trop le choix justement. Oui. Tu sais, fallait prendre la voiture pour tout. Juste dans le village, on avait un city, du coup on passait notre vie au city, tu vois. Mais ouais, c'était compliqué pour aller en ville et tout. Et d'ailleurs, moi j'ai créé un média de culture générale et c'était pour rendre la culture un peu accessible, notamment parce que, tu vois, rien que pour aller au ciné ou à la bibliothèque, moi il fallait toujours que je prenne la voiture et tout. Pareil. En vrai, c'est super complexe. Et aujourd'hui, t'as plein de jeunes qui vivent un peu ces situations, même dans les banlieues, etc., où t'as moins d'infrastructures. Mais ouais, Et je mais trouve c'est ça- trop bien je d'être dans un entre-deux. Totalement d'accord, ouais, d'avoir cet entre-deux et de pouvoir justement avoir cette liberté. Moi, c'est pareil, pour aller au ciné, le ciné le plus proche, nous, c'était Disney. Donc, il fallait que tu ailles à Disney pour regarder C'est vrai. pour aller au ciné. Bon, c'est cool, tu vas à Disney et le ciné était super bien et tout, mais c'est vrai que ouais, t'as ce côté-là où quand tu viens à la campagne, voilà, tu sors, mais tes sorties, elles sont bien calculées. Ah Quoi. bah ouais, Donc, clairement. mais en même temps, ça reste Paris. Donc voilà, quoi, Paris est accessible. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Tellement de Et c'est trucs à trop bien. faire. Quoi. Il y avait trop de Ah trucs ouais. à faire avec mes potes. Je résumerais que j'ai une enfance heureuse. Ouais. Après, bon, j'ai une famille nombreuse aussi. Ouais. Toi, tu peux nous en parler de ça? C'était comment toi t'as vécu le fait de vivre dans une famille aussi grande en vrai? C'est trop bien. Franchement, moi, j'ai adoré ça. Donc, moi, je suis le numéro 6 sur 9. Pour résumer rapidement. Et donc, moi, Il y a j'ai. combien d'écart entre le ou la plus grande et le ou la plus petite? Je crois qu'il y a quasiment plus de 20 ans. Ouais. Plus de 20 ans entre la plus vieille et la plus jeune. Parce que la plus grande, c'est une grande sœur et la plus petite, c'est une petite Ok. sœur. Donc, ouais, il y a plus de 20 ans d'écart, quoi. Donc, c'est trop bien parce que moi, j'ai grandi avec, entouré de tous ces âges, toutes ces humeurs et tout. Et moi, j'ai juste au-dessus de moi un grand frère qui a 3 ans de plus que moi et un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. Et donc, moi, j'ai grandi avec des potes, quoi. Donc, Ouais. il y a toujours quelqu'un pour jouer avec moi au foot, il y a toujours quelqu'un pour jouer avec moi à la play. Ça, c'est trop bien. en Voilà. vrai. Ça, c'est En vraiment vrai, c'est trop bien, quoi. Tu t'ennuies jamais. Je m'ennuyais pas, quoi. Même si je voyais pas mes potes, il y avait toujours quelqu'un à la maison pour s'occuper avec moi. Et j'ai toujours gardé cette idée, voilà, de vie en communauté et tout. Et que ce soit mes frères, mes sœurs, on a toujours vécu dans beaucoup d'ambiance. Après, ça s'est composé au fur et à mesure. Parce que moi, je suis le 6e, comme je disais. Mais je suis le premier qui est né en France. Donc mes parents ont eu mes plus grands frères et sœurs au Mali. Donc eux nous ont rejoints par la suite. Donc moi, on va dire, je suis né ouais. tout seul. Ouais. De 0 à 3 ans, j'étais tout seul. Ensuite, ma mère a eu Après, mon petit frère. Tout le monde arrive, tout le monde a débarqué. C'est ça, et au fur et à mesure, en fait, ça s'est rempli. Donc j'ai eu 2 grands frères qui sont arrivés, ensuite 2 grandes sœurs qui sont arrivées, entre-temps une petite sœur, et ensuite la grande sœur. Et donc c'est trop drôle parce que finalement, maintenant, on est super contents de tous vivre ensemble parce que finalement, on n'a pas toujours tous été ensemble, quoi. Donc, Et t'as voulu cool. être. Enfin, la cuisine, ça t'a attiré tout de suite ou t'avais un peu d'autres rêves ou d'autres choses qui te passionnaient à ce moment-là? Ouais, non, la cuisine, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Moi, je voulais manger. Tu vois, en vrai, je voulais manger et c'est tout ce qui m'intéressait. Genre, qu'est-ce qu'on mange et pas comment on le prépare. C'est vraiment C'est peut-être le l'assiette. plus important, c'est Ouais. d'abord apprécier manger avant de faire les plats. C'est ça, c'était vraiment mon truc de manger et j'ai toujours été très sur le qu'est-ce qu'on mange et j'ai toujours vu la nourriture comme quelque chose d'important, ouais, de manger, de bien manger
manger, c'était important pour moi depuis tout petit de voilà, qu'est-ce qu'on mange, mais est-ce que ça va être bon, est-ce que c'est ma mère qui prépare, c'est ma sœur, ma mère, et je faisais le classement, moi, j'ai été sans pitié. Hein. Ah non, je préfère c'était un dîner c'était un dîner presque parfait. Ouais. Mais je savais pas préparer, hein, mais pas de problème. Et non, les autres passions, bah moi j'ai adoré le foot. Je suis un gros fan de foot jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mais je passais le dimanche de footeux. Moi, je me réveillais le matin, on regardait téléfoot, et puis après on sortait. À 11h. Ouais, à 11h. Après, à midi, dehors, ma mère de footer dehors, on jouait au foot jusqu'à pas d'heure. Après, on rentrait genre à 17h, il y avait la première ligue. Après, on enchaînait première ligue, Ligue 1. Il y avait tous les abonnements. L'équipe du dimanche. C'était tout sur Canal à l'époque. Avec un abonnement Canal, allemand, on pouvait tout voir. Ça fait un peu l'ancien, mais à l'époque, il suffisait d'avoir Canal et on pouvait voir tout ça. Tous les matchs. On pouvait se faire un dimanche foot et je me souviens, pour moi, c'est des super souvenirs, quoi. Des dimanches vraiment passés entre deux matchs à jouer à la play, 4 matchs et puis. Donc, c'est quoi le jeu sur Play qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué Parce que moi j'en ai en tête bien précis. Un peu qui m'a marqué. Si c'est pas une connerie, c'est le PS6, je me souviens, je crois, avec Adriano, avec la puissance Adriano Inter de Milan, avec la puissance à 99. C'était énorme. Moi c'était PS 2005 qui m'a. On avait PS 2005 sur PS2. Je crois que c'est ça, hein, c'était PS2. Et ouais, Adriano. La petite équipe avec Recoba et tout, c'était cet Inter, nous c'était interdit de le prendre à la fin. Il y avait une confrontation avec mon frère, c'était France-Brésil, lui il prenait France, moi je prenais Brésil, donc Adriano je l'avais toujours. Et même je me souviens, il me semble c'est vrai, sur PES il y avait des formes. Genre quand t'avais un joueur, il pouvait avoir une forme. Il y avait la flèche noire là vers le bas, la rouge en haut. Et quand Adriano il était en rouge comme ça, c'était terminé. Tu pouvais marquer de 50 mètres. Oui, c'est ça, tu tirais au milieu de terrain, ça rentrait et tout. Ça, c'était vraiment. C'est peut-être le jeu en foot, c'est celui qui m'a le plus marqué, je pense. Après, il y a les FIFA Street aussi, qu'on a oublié, mais qui était assez ouf. J'ai jamais trop joué à FIFA Street. Celui-là, avec les dribbles et tout. Pour charrier, c'était pas mal comme jeu, mais c'est vrai. Ça pouvait vite ça monter à la tête. Ça pouvait être un peu dur, fallait être fort, sinon c'était dur. Hein. Et le manga et les mangas. Ouais, et les mangas. Donc c'était foot manga, mon quotidien, on va dire. Ok, très bien. On va en reparler, je pense, après, parce qu'il y a un lien entre manga, culture japonaise et ton univers aujourd'hui. Mais je pense que tu peux choper le prochain objet. Ah! Alors, bon, c'est pas une vraie. En plus, il est marqué que c'est l'heure de l'apéro dessus. Mais pour l'anecdote, donc c'est une sonnette de passe, hein. Ouais, c'est ça, de passe. Mais t'es casser le micro. Ouais, nous, c'est le passe-plat. Tu peux mettre un coup, et après. Pour l'anecdote, c'est Eloane derrière. Dans sa coloc, ils ont ça. Et du coup, on l'a prise, on a fait du recyclage. On a dit, on va pas en acheter une. Bah non, attends. La sonnette, pour moi, elle représente un peu les palaces. Oui. C'est quoi ton rapport au palace? Est-ce que ça a tout de suite été attiré? Parce que peut-être tu peux nous expliquer ensuite le parcours que tu as eu dans la cuisine plus précisément. Enfin, tu fais des études en cuisine, tu deviens cuisinier et notamment tu fais plus que des essais, tu vas dans les palaces pour cuisiner. C'est quoi ton rapport justement à cet univers-là qui est nouveau en vrai? C'est ça, c'est hyper nouveau. Et puis moi, le rapport au palace, c'est un peu... je sais pas, c'est une attraction que j'ai eue pour ce milieu-là, mais que je connaissais pas du tout, quoi. Moi j'étais dans mon 77, tranquille. À un moment, j'ai toujours été plutôt bon élève à l'école. Arrivé au collège, j'avais envie de voir autre chose. En vrai, l'école, c'était cool, mais je me voyais pas encore 50 plus assis juste à prendre des cours qui avaient pas trop de sens, mais on avait des bonnes notes, donc c'est cool. Ouais. J'ai toujours regardé un peu les documentaires, tu sais, le dimanche soir. C'est toujours les mêmes, d'ailleurs. Hein. Si on regarde aujourd'hui, un dimanche prochain, on peut risquer de tomber dessus. Un peu immersion au cœur des palaces. Et, c'est vrai, c'était il y avait le samedi midi, il y avait grand reportage. Ouais, grand reportage. Et il y avait 7 à 8 aussi, où il y avait toujours... Voilà, tu vois, le 7 à 8, 66 minutes, tu vois, cet enchaînement, t'as toujours un peu un truc là-dessus. Et il commence avec ce concierge qui te fait poser un hélico et qui te remplit une chambre de fleurs. Et puis après... tu te retrouves avec je sais plus qui dans l'hôtel. Au bout d'un moment, il y a toujours un passage en cuisine. Et moi, j'ai toujours adoré ces reportages. Je me dis, c'est trop bien, ces endroits où, en fait, tout est possible et tout. Et la partie cuisine, ça m'a toujours encore plus attiré parce que je trouvais qu'il y a vraiment d'avoir un objectif très, 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 très ferme et de tout donner pour y arriver. Ce côté un peu dépassement, ce côté un peu, je vais être meilleur tous les jours. Moi, ça me rappelait quelque chose, un petit côté un peu shonen, de moi qui est un grand fan de manga, de dire, je vais être meilleur tous les jours, je vais m'améliorer, je vais pousser et tout. Et c'est un état d'esprit qui me parlait bien. Donc, ok. Et le côté manuel, te manquait aussi à l'école, etc. Genre, t'as senti à un moment donné que tu voulais faire un truc de tes mains? J'avais envie de faire quelque chose de mes mains.
bien que j'avais rien fait de mes mains avant. Hein. Ouais. Franchement, c'est vraiment comme c'est une intuition à ce moment-là, mais il y a rien qui me prédisposait à aller dans cette direction et de me dire ouais, j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, mais j'ai envie de faire je sais pas, quelque chose de vraiment intéressant, quoi. C'est plus de la curiosité que vraiment se dire ouais, je vais aller bosser. Parce que t'aimais bien manger, c'est tout. J'aimais bien manger aussi, donc ça m'a arrangé d'apprendre aussi à faire à manger correctement. Et à quelle époque, à quel moment tu débarques dans un palace, hein, le premier? Du Comment coup, ça se passe, en gros? je fais 2 ans d'école hôtelière en initiale classique en Seine-et-Marne, mais à l'autre bout, à Savigny-le-Temple. Et après, au bout de 2 ans, je me dis, bon, bah, ça serait bien que je vois. Du coup, ça me plaît tout de suite. Hein. L'école hôtelière, je kiffe et tout. Ok. Pendant mes 2 ans, c'était un BEP, HD, c'est trop bien, quoi. Et donc, je me dis, ça serait bien que je vois vraiment le métier pour voir ce que c'est. Donc, je fais 2 ans d'apprentissage, bac pro. Et sorti de là, je dis, ok, bah, c'est bien, j'ai mon diplôme. Donc, maintenant, il est temps de faire ce que tu as envie de faire. Donc, ça je y vais est, aller en palace. Et donc, je fais mon CV qui comportait 3 pauvres stages et avec des lettres de motivation. Et c'est toujours le premier taf qui est le plus dur à trouver. Ce CV, il est dur, il n'y a rien dessus. Tu mets que t'as un peu été dans une asso, t'as fait une semaine de trucs, les lignes, non. elles sont un peu vides. J'ai tout misé sur la lettre de motivation. Hein. Désolé, mais le CV, je n'ai pas le poids. Et donc, je l'ai envoyé à tous les palaces. J'ai pris la liste des palaces et je m'en fous qu'ils cherchaient ou pas. J'ai écrit voilà, candidature commis, j'ai envoyé tout le monde. Personne m'a répondu. Ah ouais? Ouais, ou ceux qui m'ont répondu, j'en ai, je crois, 2 réponses pour me dire non. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être le début, j'attaque un peu fort. Donc, je vais faire du 5 étoiles. Donc, j'ai commencé à l'hôtel du collectionneur d'abord. Tiens, je peux faire un aparté, Oui. connaître la différence entre 5 étoiles et palace. Euh, Enfin, genre, je la connais ouais. pas bien en vrai. Je crois qu'en plus, c'est une classification qui existe que en France, parce que les autres hôtels, les autres pays, en fait, un 5 étoiles, c'est le top du top. Et en France, on a 5 étoiles qui est vraiment le top. Et au-dessus, il y a Palace, mais c'est une charte, c'est comme une carte à points. Et tu dois avoir quelque chose d'historique déjà. Tu dois avoir un côté historique, ton bâtiment doit être classé, ou tu dois avoir des pièces classées chez toi. Il y a un niveau de service, et après, c'est une carte à points, quoi. Tu dois avoir une piscine, un spa, un truc de fitness. Et ça garantit vraiment le meilleur du meilleur de l'expérience. Mais je crois qu'il y en a 6 ou 8 à Paris, quoi. Ok. Donc, et donc, toi, tu te dis, bon, Palace, ils m'ont pas répondu. Je vais essayer de viser un peu la catégorie en dessous. Ok. Et donc, je suis l'hôtel du collectionneur. Et là-bas, je fais 8 mois, 1 an. Et c'est bien parce que ça me fait découvrir la cuisine d'hôtel et tout ce qui s'ensuit et autres. Au bout de 6-8 mois, en fait, c'est cool, mais j'ai fait le tour. Et je me dis, non, mais moi, je vais faire des palaces. Donc, je renvoie encore mes CV. Et là, je suis embauché au Royal Monceau, qui est un palace dans le 8e. Et voilà, c'est mes premiers pas, on va dire, en palace, quoi. Et donc, la première fois où tu découvres ce monde un peu des palaces, c'est quoi la hiérarchie qui se passe là-bas? Genre, l'idée que tu t'en faisais, est-ce que c'est conforme à la réalité ou est-ce qu'il y a des trucs que t'as vraiment encore plus kiffé et des trucs que t'as un peu moins kiffé, je sais pas? Je dirais que ça s'est fait en plus en 2 temps pour moi, la découverte, parce qu'en premier temps, à l'époque, maintenant ça se fait beaucoup moins, mais quand on commençait en palace et qu'on n'avait pas trop d'expérience, on commençait au petit déjeuner. Donc on commençait super tôt le matin. Moi, parti de mon 77, je prenais le train, je crois que c'était 5h22, si j'en souviens bien, ou le 6h22, je sais plus exactement c'est quel le premier, mais ça me faisait arriver hyper tôt le matin. Et en gros, tu fais des œufs, tu fais des omelettes, tu mets en place ce poste et tout. Et en vrai, c'est un poste qui est cool parce que ça t'apprend à t'organiser tout seul. Parce que tu es relativement autonome sur ce poste-là, et si tu arrives à te gérer sur ce poste-là, tu arriveras sur tous les autres. Ok. Mais c'est pas le plus passionnant parce que tu fais des omelettes. Tu fais un peu toujours la même chose. Tu fais des omelettes, des egg muffins, et toi, quand tu arrives dans un palace, tu t'imagines la grande cuisine et là, tu fais des omelettes, quoi. Donc, mais il faut faire des très bonnes omelettes. Mais il faut faire des super omelettes. Par contre, faut pas la foirer, l'omelette, parce que l'exigence, elle est la même, quoi. Que tu fasses des omelettes ou que tu travailles de la truffe et du caviar, non, l'exigence, ça reste la même. Et donc, moi, ce qui m'a surpris au début, c'était justement cette exigence. Je me disais, oh, c'est bon, je fais petit déj, mais non, l'omelette, il fallait qu'elle soit parfaite, il fallait qu'elle soit nickel. Il y avait des demandes qui étaient totalement ouf. Je voulais 3 jaunes, un blanc, et puis que d'un côté. Je suis là, mais sérieux, ça change quoi à ton œuf que je fasse ça comme ça, mais fallait le faire comme ça et c'est tout, quoi. Au fur et à mesure, t'apprends en fait cet état d'esprit de se dire, ok, ce que je veux faire, je vais le faire au max. Et aussi, tout est possible. Voilà, il y a un truc dans les palaces, c'est never say no. Tu dis jamais non. Au pire, tu proposes une solution alternative. Et c'est vrai que c'est un mantra qu'on te rentre dans le crâne quand même. Il y a un peu de bourrage de crâne. Et au bout d'un moment, t'apprends à être créatif, quoi. Voilà, tu peux pas, mais tu peux quand même. Et donc, tu trouves toujours une solution. Et ça, c'était ma première partie d'apprentissage. Donc, j'ai fait le petit-déj. Après, j'ai fait le bar où tu fais des sandwichs, des salades et tout. Et ça, pareil. C'est la deuxième étape. Ouais, c'est l'étape 1,5. 1,5. Et après, au bout de 8 mois, je crois, il y avait un restaurant étoilé dans le palace, et donc il y a eu pas mal de départs dans l'équipe, et ils proposaient aux gens qui voudrait y aller. Qui est chaud. Moi, je suis chaud. Let's go. Voilà, du coup, ils m'ont pris.
Et là, ouais, là, j'ai pris grosse claque parce que j'étais absolument pas au niveau. En Ah ouais, fait, je tu l'as pensais senti, que, ouais, je l'ai senti, mais tout de suite, quoi. C'était un chef qui arrivait, qui était, lui, il débarquait tout nouveau. Il avait la trentaine, donc un jeune chef qui a vraiment plein d'ambition. Il avait recruté des mecs qui venaient de brigades de 2, 3 étoiles, qui sont vraiment entre 1-1, 1-2 et 1-3. Il y a vraiment des différences qui sont assez énormes dans l'exigence au quotidien, dans le travail, dans la rigueur et tout. Et moi, je suis arrivé en me disant... Ouais, c'est cool, ça va. Je me sens voilà, bon, j'ai fait le petit-déj. J'en suis toujours sorti, j'ai le petit-déj, sandwich, voilà, tous les postes que j'ai pris à chaque fois, je les ai bien faits. Et là, vraiment, vraiment à ce moment-là, j'étais... Tu prends une claque. Ouais, je prends une grosse claque parce que je me rends compte que, en fait, ce que moi, je prends 2 heures à faire, l'autre à côté, en une demi-heure, il a plié. Ouais. Moi, mon poste, j'y arrive pas, mais en fait, l'autre, lui, il y arrive facilement et j'ai pas l'impression que c'est vraiment dur pour lui, quoi. Et tu te dis, OK, là, il y a... T'as 2 schémas, tu vois. Soit tu plonges, tu dis en fait, j'arriverai jamais, tu lâches à faire. Soit tu dis, ok, bon, comment je vais faire en fait pour être meilleur que ce mec. Ouais. Et du coup, tu te formes par toi-même ou t'as à disposition, je sais pas, des trucs où tu... T'as un mix de tout en fait. T'as l'intuition où en fait il y a des choses qu'on va pas te dire, mais il faut que t'observes. Tu vois, c'est à toi de regarder un peu à la japonaise, quoi. Un peu regarder comment il fait. Tu vois, comme ça, un peu de loin. Tu lorgnes un peu. J'ai compris. Ouais, il met ses doigts comme ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Ce que tu vas apprendre de tes collègues aussi, parce que bah, quand t'es commis, t'es en bas de la hiérarchie, on va dire, mais après au-dessus, t'as un demi-chef de partie, un chef de partie, un premier chef de partie, un sous-chef et le chef. Tu vois, et tous ces gens-là, bah, ils te donnent des ordres, mais donnent aussi des conseils. Tu vois, ils te montrent comment faire, donc il faut apprendre d'eux au maximum et prendre tout ce que tu peux prendre. Et bien sûr, petit à petit, bah, comme ça, j'ai fait mon retard, j'ai appris voilà, avec mes collègues, comment tu t'organises, comment tu fais le matin, toi, t'attaques par quoi, ok, d'accord, tu commences comme ça. Et en vrai, moi, le chef, au début, prenait des sacrées gueulantes, pourquoi t'es pas en place et tout, parce que quand c'est le service, tu dois avoir tout. Parce qu'en soi, en cuisine, sur une journée, t'as ta matinée où tu fais ta mise en place, donc tu prépares tout ce qui va te servir pendant le service. Mais le service, c'est de la réchauffe et de l'envoi, quoi. Donc, toutes tes sauces sont prêtes, ta viande est déjà coupée, et t'as juste à cuire, envoyer, quoi. Et si t'es pas en place, bah, du coup, tu prends l'autre voilà, tu prends l'autre tout de suite, quoi. Donc, j'ai appris à vraiment prendre cette rigueur et ce pli-là. Et ça s'est fait avec cette équipe. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris c'était quoi l'exigence d'un palace. Et surtout, cette quête d'excellence. Parce qu'une fois que j'étais bien et que j'étais au niveau des autres, en fait, c'est pas assez. Le chef, il veut toujours plus. Il faut dépasser. Voilà, même si tu veux gravir les échelons, en vrai, il faut dépasser les autres, quoi. C'est ça, il faut dépasser, en fait, juste ce qu'on attend de toi. Et finalement, j'ai compris que dans ce métier, si tu veux réussir et que tu vas aller vite, faut pas se contenter de faire juste ce qu'on attend de toi. Faut donner un peu plus. Ouais. Et du coup, tout ça te donne une exigence de malade, du coup, à la fin. Et c'est quoi ta plus belle expérience puisque, donc, on en a un petit peu parlé. Après, t'as fait ton propre resto et tout. Mais c'est quoi ta plus belle expérience dans une équipe qui n'était pas la tienne? Dans une équipe qui n'était pas la mienne. Parce que du coup, t'es passé par plusieurs établissements. C'est ça, j'ai fait du coup le Royal Monceau, je suis resté 2 ans et demi. Okay. Après, je fais Shangri-La, je suis pas resté très longtemps, je suis resté 6-8 mois. Et après, le Mandarin Oriental, où je suis resté plus de 4 ans. Ouais, là c'était avec Thierry Marx, c'est ça ? Thierry Marx. Donc pour moi, ça a été une expérience assez folle, je dirais, dans le sens où ce chef, je voulais absolument travailler avec lui parce que la personne, je l'ai trouvé géniale et en même temps sa cuisine où il y a beaucoup de Japon m'attirait beaucoup aussi. Ouais. Et là-bas, je pense que j'étais très motivé, j'ai monté tous les échelons et je me suis retrouvé là-bas sous-chef à 24 ans, ce qui est pas commun, on va dire, dans l'univers des palaces parce que... Donc sous-chef, c'est le 2e grade. Bon, au-dessus de toi, t'as le chef, quoi. Ouais. Donc j'étais en direct avec Thierry Marx et c'est une équipe de sous-chefs en palace parce qu'on gère 70 cuisiniers, donc c'est pas un sous-chef, il y en a 4-5 quand même. Moi, ma plus grosse fierté, ça a été finalement de pouvoir assumer ce poste-là, vraiment à ce moment-là, parce qu'à 24 ans, on peut pas dire qu'on est un adulte responsable, vraiment. J'avais envie, je savais faire mon métier, je le faisais très bien, mais par contre, c'est dire que je suis capable de manager quelqu'un de 30 ans, manager quelqu'un où la plupart en fait sont plus vieux ou ont mon âge, c'était quelque chose d'assez... c'est un beau challenge. Ouais, un beau challenge, je dirais, à titre personnel. Après, si je dois prendre à titre d'équipe, réellement une réussite d'équipe, je dirais que ça a été au Royal Monceau la première équipe que j'avais quand on a maintenu l'étoile, quoi. Parce que quand mon chef il est arrivé, lui, c'est son premier poste de chef de manière tout seul autonome. Et cette étoile, lui, il la voulait vraiment. Et avec l'équipe, on a beaucoup donné pour la conserver. Ouais, on s'est battu pour la conserver. Et c'était pas donné au début. Hein. Donc, quand elle a été conservée, je me souviens, c'était vraiment une belle fête avec toute l'équipe parce qu'on était un peu en mission à ce moment-là. Et c'est hyper gratifiant d'avoir
ce ressenti de se dire ok, j'ai fait le taf, j'ai donné mon max et ça paye quoi. Parce que pour les gens qui connaissent pas, quand tu as une étoile ou 2 ou 3 au guide Michelin, en fait, elle est remise tous les ans. Ouais. Il faut la reconfirmer en gros. C'est ça, tous les ans, il faut la reconfirmer. Donc, ce que le Michelin dit, c'est que ton étoile, bah, moi j'ai une étoile, mais j'ai pas une étoile depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je vais chercher une étoile. Ouais, c'est tu ça. vois, dans la sémantique, c'est différent. C'est-à-dire que tous les ans, en fait, tu peux potentiellement perdre. Et puis, pareil pour ceux qui ont 2, ils peuvent être rétrogradés ou tout perdre. 3, pareil. Toi, quand tu as eu ton étoile, parce que ça n'a pas été tout de suite à Moussouké, tu as ressenti des différences, je sais pas, sur les bookings, sur la différence de gens aussi qui venaient potentiellement, ou est-ce que finalement c'est juste plus une consécration pour toi et pour ta cuisine, quoi, je veux dire. Un peu des deux, je dirais, tu vois, parce que sur les bookings, ça n'a eu aucune incidence, parce que nous, le restaurant était plein et on a de la chance vraiment qu'il a toujours été plein depuis le début. Donc là-dessus, ça peut être trop d'incidence. Sur la typologie clientèle, on avait, oui, arrivé une nouvelle clientèle assez additionnée à celle qu'on avait déjà. Clientèle qui venait un peu pour voir. Ça n'a pas duré longtemps, ça. En vrai, ça a duré 2-3 mois après qu'on ait l'étoile. Mais après, bon, ils ont vu apparemment et donc ça allait très bien. Mais cette clientèle, on l'a eu juste après l'étoile. Vraiment, elle a apparu juste après l'étoile en se disant, ah, ça c'est une étoile, ok, on va voir. Et ça s'est transformé en une clientèle après qui est beaucoup plus, qui fait différents restaurants Michelin. Et pour qui le Michelin, c'est vraiment important. Ouais, c'est vraiment quelque chose, un guide pour eux, quoi. Mais après, sur le reste, je dirais, on a continué à travailler pareil avec les équipes et c'est pas une grosse incidence. Ça a plus eu une incidence, on va dire, moi, sur comment j'étais perçu. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ouvre le restaurant, je sors de Top Chef. Ouais. Avec une cuisine où je te dis, ouais, je fais la France, l'Afrique, le Japon. Mais ça peut être un gimmick aussi bien que ça peut être quelque chose de très sérieux, quoi. Ouais. Donc, on est toujours un peu dans ce truc où est-ce que c'est un gimmick ? Ça concrétise un peu le projet et t'es plus crédible, quoi. C'est ça, je dirais que ça l'a totalement crédibilisé. Et quand le Michelin vient te met l'étoile, c'est dire, ok, voilà, vous voyez, on blague pas, c'est sérieux ce qu'on fait ici, voilà. C'est sérieux. Et ce qu'on fait, voilà, c'est pas juste pour un communiqué presse, c'est pour le dossier presse. Okay. Non, ça cuisine vraiment ici. Et derrière, bah, ça a amené beaucoup d'autres projets. Mais la première chose, vraiment, moi, le ressenti, c'était que ça nous a crédibilisé, ça nous a un peu installé sérieusement dans le paysage gastronomique, on va dire. Tu peux passer au prochain objet. Yes. Ah, c'est un petit DIY. C'est un petit DIY. C'est un bout de manche. Non, ça représente une petite toque. Ça représente une petite toque avec un petit liseré. Pourquoi est-ce que j'ai mis une toque ? Parce que ça représente un peu le chef cuisinier pour moi, tu vois, c'est un peu ça. Mais surtout, tu vois, on a mis le liseré aussi parce que j'ai l'impression que tu essaies un peu de casser les codes justement de la grande cuisine. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais de la grande cuisine. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi ? Alors, les casser, j'irai pas aussi loin que casser. D'ailleurs, histoire marrante, quand j'avais une toque à l'époque, je suis trop grand pour porter une toque. Donc, j'étais obligé de la couper et j'ai toujours une mini toque. voilà pour la petite. Je passe pas les portes avec une toque. Voilà. Donc, t'avais juste un petit béret. Ouais, j'étais obligé de couper ma toque. Genre là, tu vois, là, j'ai une espèce de truc ridicule. Une mini toque, du coup. Mais ça m'a pas empêché de travailler. Mais ouais, donc dans l'idée, je dirais pas casser les codes, mais en tout cas les faire évoluer. Que ces codes, ils évoluent aussi avec leur temps. Ouais, la gastronomie française, moi je l'aime et je me considère comme un cuisinier français avant tout. Mais par contre, j'estime que la France et sa population et sa culture aussi évoluent avec son temps. Et donc, bien sûr, un chef, une toque blanche, une veste blanche et tout, c'est ça l'image du chef. Et moi, je veux qu'elle reste comme ça et j'ai pas envie de la dynamiter non plus. Mais par contre, je me dis que on peut garder ses référents et les faire évoluer avec son temps. C'est pour ça que moi, j'ai une veste avec un petit bout de wax dessus parce que j'ai mes origines et j'en suis fier, je les célèbre. Et c'est une manière aussi pour moi d'en amener un petit peu sur cette veste sans changer la veste, sans la dénaturer, sans changer la fonction. Mais ça permet d'amener juste un soupçon de plus. D'ailleurs, d'être encore plus toi, le fait de changer ce petit détail un peu sur ta tenue, ça permet d'être toi. On voit de plus en plus de chefs qui ont un peu une DA un peu particulière, tu sais. Je pense, merde, j'ai oublié, Éloi, qui a un peu son truc en cuir. Et c'est cool parce que c'est un métier qui nous permet, notre personnalité, ça devient un atout aussi parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un cuisinier et un cuisinier, quoi. Au bout d'un moment, quand tout le monde sait bien faire à manger, ce qui nous différencie, ça va être notre vécu et donc notre personnalité. Et c'est bien de, sans tomber dans un délire égocentrique, mais en tout cas de la développer et d'en être fier, quoi. T'as voulu mettre aussi toutes tes origines africaines aussi dans ta cuisine. À quel point c'était important aussi pour toi ? Est-ce que ça a été une question à un moment donné ou est-ce que c'était logique, archi logique de le faire ? Alors, ça n'a pas toujours été
important, on va dire, dans le sens où j'ai pas démarré la cuisine en me disant que j'allais atterrir là-dessus. Tu vois, c'est arrivé plus tard et ça s'est un peu imposé à moi. C'est un moment où, au début, moi, je voulais faire de la cuisine. J'ai appris la cuisine française parce que je suis français, j'ai appris à l'école française et que j'aimais ça. Et donc, j'ai construit mon apprentissage et ma carrière avec des chefs qui faisaient une cuisine française plutôt tradie. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à bosser avec un chef qui s'appelle Thierry Varx et que j'adore et qui, lui, a cette cuisine qui est beaucoup plus personnelle. Parce que c'est un grand amoureux du Japon. Ouais. Et je commençais à avoir cette cuisine qui n'était pas vraiment une cuisine française, mais qui n'était pas non plus une cuisine japonaise. Et c'était juste lui, cette cuisine, quoi. Et je me suis dit, c'est génial, en fait. Il cuisine pas, il n'ouvre pas l'escoffier, il regarde des recettes et il se contente de les moderniser. Il cuisine avec aucun répertoire existant. Il y a des bases qui sont communes, bien sûr, à tous les cuisiniers. Mais par contre, il cuisine pas vis-à-vis d'un répertoire. C'est pas un élève d'eux. Ouais. Non, c'est vraiment sa cuisine, elle est très personnelle. J'ai été sous-chef pour lui, donc j'ai beaucoup fait de recettes, de plats et tout. J'allais justement chercher des choses qui lui plaisent à lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait une cuisine pour moi, si je cuisinais pour moi. Et à ce moment-là, c'est devenu évident. Je me suis dit, en fait, faut que tu ouvres ton resto. Faut que tu fasses sa cuisine et bien sûr l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. J'ai regardé et j'ai vu qu'il n'y avait rien, en fait. D'un point de vue gastronomique, en France, il n'y avait absolument rien. Et en vrai, il y a un boulevard. Et tu te dis, oui... Du coup, toi, ça t'a donné envie de monter ton resto. C'est ça, je me suis dit, cette cuisine, j'ai mangé depuis tout petit, je sais qu'elle est bonne. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà, ces cuisines-là elles sont bonnes. Donc, le sujet, il va plus être sur la forme, sur comment on l'amène, sur comment on la raconte. Voilà, susciter l'envie aussi. Il suffit pas d'être bon pour que les gens viennent à toi. Faut aussi t'adapter, être capable de parler à un autre public. Et donc, je me suis dit, ok, je me lance là-dessus. C'est comme ça que c'est né tout ce projet-là. Mais au début, c'était pas forcément une évidence pour moi, quoi. Ok, c'est venu un peu petit à petit. Donc il y a eu ce restaurant-là gastro, et après tu as eu envie aussi de faire quelque chose de, je dirais pas, c'est pas plus simple le mot, mais une offre un peu de street food. Comment ça s'est passé justement ce projet-là, Mosugo? Alors ce projet, il est né un peu par accident, on va dire. Parce que nous, on a ouvert le restaurant en septembre 2020, pile après le confinement, et pile avant le reconfinement pour les restaurants. Et donc, on a ouvert un mois et demi, mi-octobre. C'est court. Ouais, c'est hyper court en vrai. Et donc, quand on a fermé, on venait d'ouvrir, on n'avait pas de bilan, donc on n'était pas sûr de pouvoir toucher les aides et tout. Donc, on s'est dit, on va bosser à emporter. Et à ce moment-là, je me suis dit, faire du gastronomique à emporter, moi, j'y crois pas. Et je trouve que le restaurant, c'est un lieu. C'est pas juste manger des plats. Il y a une expérience supplémentaire. C'est ça. Donc, sans avoir le service, sans avoir tout ça, ça sert à rien. Donc, je me suis dit, moi, la cuisine qui se transporte, c'est de la street food, quoi. Ouais. Et donc, dans la street food, moi, ce que je préfère, c'est le fried chicken, le poulet frit. Et je me suis dit, vas-y, on se lance. J'ai fait un super fried chicken. Et franchement, par chance, on a cartonné. On s'est retrouvé à plus bosser qu'avec le restaurant gastronomique. On envoyait tout ça des cuisines du restaurant gastronomique. Il y avait une queue, mais c'était... En plus, nous, on a la vide sur la rue. Du coup, on voyait les gens dans la queue. Et donc, notre poulet, pas du tout préparé. Et donc, on était confinés à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, on était... Les gens, ils adoraient sortir à ce moment-là. C'est une bonne excuse. C'est l'attestation. Elle était signée. Moi, je suis là, pardon par la queue. C'est là, non, trop bien, on est bien, on est dehors, on est pas à la maison, ça va, pas de problème. Et en gros, on a bossé comme ça pendant 6 mois, mais c'est du 400, 500 burgers par jour. C'est la boucherie, quoi. Quand ça s'est arrêté, en vrai, moi, j'ai pas ouvert ce restaurant pour faire du poulet frit. Je me suis dit, super, on va pouvoir reprendre le gastro. Et donc, on a arrêté de faire le poulet frit, on a repris le gastronomique, qui a refonctionné tout de suite comme à l'ouverture, donc trop bien. Mais sauf qu'en parallèle, j'avais toujours des gens qui me demandaient, le poulet, il est où? Le poulet, c'est trop bien, le poulet, ça manque et tout. Et au bout d'un an, j'ai cédé, j'ai dit ok, on va en refaire. Allez, on va refaire le poulet. Et donc ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, je suis trop content d'avoir un resto gastronomique au Michelin, mais en même temps des restaurants street food où on fait du poulet frit. Il y en a trois. Ouais, il y en a 3 à Paris. Et où on fait pas de concessions sur la qualité. Vraiment, l'idée c'est de travailler du bon produit. Je travaille avec les mêmes fournisseurs que de mon restaurant étoilé. Juste on les tire au maximum sur les prix pour avoir quelque chose d'intéressant, quoi. C'est important parce que moi j'ai toujours mangé comme ça et aujourd'hui encore, j'ai pas envie de manger des restaurants gastronomiques et j'ai pas envie de manger de la truffe et du caviar tous les jours. Non, bien sûr. Des fois j'ai envie d'un burger, des fois un bon smash, ça me ferait plus plaisir que le plat, qu'un plat 3 étoiles. C'est réconfortant. Et les deux fonctionnent ensemble, quoi. Est-ce que par contre, tu parlais des exigences des gens dans les palaces, est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu es particulièrement exigeant, en mode ce truc-là, il faut qu'il soit fait comme ça? Un truc que je suis particulièrement exigeant. Une omelette, du coup, non, ça en a compris. non, l'omelette, ça va, parce que je sais que le travail que ça demande pour sortir une omelette nickel, et c'est pas si facile que ça. Non, un truc où je suis particulièrement exigeant et où je lâche pas trop, en vrai, c'est le pain. Ouais. Tu vois, un mauvais pain, ça saoule, quoi. Ouais. Tu sais que t'arrives dans un resto et il y a je préfère pas manger de pain. Un mauvais pain,
En fait, mais moi je catégorise ça comme bon, le resto il fait pas attention au pain, c'est bizarre. Il faut un bon morceau de pain, une bonne baguette, tu vois. C'est vraiment le pain, je sais pas, c'est pour le coup, je pense que c'est très français, mais c'est le pain, pour moi, un bon pain, et s'il y a pas de bon pain, je mange pas de pain, quoi. Je préfère sauter l'activité que... Je trouve qu'au-delà de ça, ça reflète un peu le restaurant aussi, tu vois. Dans le restaurant, c'est primordial, quoi. T'as un restaurant, t'arrives, t'as un pain fondu, truc, et t'as un beurre sous cellophane ou un beurre en truc plastique. Tu sais déjà ce qui t'attend. Tu vois, en vrai, Elle va pas être surpris par la suite. C'est clair, tu le sais déjà. Ça te donne tout de suite une idée. Ok, je comprends. Le pain, je comprends. Je te laisse piocher l'objet suivant. Alors celui-là, je sais pas si tu le connais. Food Wars. Celui-là, je suis obligé de le connaître. Donc c'est un manga qui s'appelle Food Wars. C'est pour ça que je voulais pas qu'on parle trop de l'univers japonais avant d'avoir pris ce petit objet. Mais ça représente quoi en vrai le manga pour toi? Pour moi, le manga, ça représente beaucoup de choses, je te dirais. Petit, c'était un peu l'évasion aussi. Parce que c'est un monde que tu connais pas, le Japon, c'est hyper loin pour moi, c'est hyper lointain, et même culturellement dans les références et tout, pour moi c'était des choses que je connaissais pas. C'est aussi un état d'esprit, d'ailleurs je parlais du côté shonen aussi, c'est un style de manga, le shonen, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est plutôt aux ados, garçons plutôt, mais bon en vrai, moi ça me parle et j'ai 33 ans. Mais cette idée de dépassement de soi, aussi d'amitié, de notion de groupe aussi, et moi c'est des valeurs qui me parlaient, hein. Donc ça a commencé comme ça. Et au début, ma mère, moi, c'était juste un plan pour être tranquille. Elle nous foutait devant la télé. Puis c'est infini en plus. T'as 3 garçons, je sais pas combien de filles. C'est bon, quoi. Au d'un moment, tu veux la paix. Donc t'allumes la télé, tu vas regarder la télé. Et eux, ils se barraient. Moi, je restais tout seul et regardais des mangas. Et à l'époque, c'était la fin du Club Dorothée. Donc c'était Nicky Larson, Olivier Tom et tout. J'ai commencé comme ça avec de l'anime. Et après, j'ai été très curieux. Donc j'ai été sur le manga. Et la lecture, moi, ça m'a plu tout de suite, quoi. Est-ce que c'est de là d'où vient ton attrait pour la culture japonaise et la cuisine japonaise? Totalement. C'est en regardant des mangas, en lisant des mangas plutôt, en regardant des animes que ça m'est venu. Parce qu'il y a plein de références culturelles, en fait. Quand même dans un truc aussi naïf qu'un Pokémon, par exemple, qui mange des onigiri et tout, tu dis, mais c'est quoi ce truc, tu vois qu'est-ce que c'est ces boulettes de riz? T'es curieux, et tout, ça pique ta curiosité. Quand tu regardes des mangas comme Naruto, il y a des démons et tout, donc tu dis, Kyuubi, c'est qui? Tu vois la légende du renard, tu vois. Et au fur et à mesure, je me suis fait attraper comme ça, en allant chercher des références, et j'ai découvert un monde qui avait plein de avec un folklore qui est assez fou, et une gastronomie aussi qui était assez folle. Donc dès que j'ai eu mes premiers sous à moi, la première chose que j'ai fait, c'est aller dans un restaurant un peu cheap, asiatique, tenu par un Chinois qui fait des sushis, aussi bien que du nem, des feux. Il y a un peu de tout. Du mauvais sushi. Mais pour moi, à ce moment-là, mon premier sushi, je m'en souviens de fou, parce que pour moi, c'est hyper exotique, quoi. Ma mère, moi, elle fait c'est des nouvelles saveurs. C'est ça, du djiboudjen, le plat sénégal, c'est du poisson cuit sur un riz chaud, quoi. Et là, j'ai un poisson cru sur un riz froid. Et je suis là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Tu vois, je connais ces deux trucs, mais pas dans cet ordre-là. Je sais pas si ça marche comme ça, mais... Et première bouchée, j'ai adoré depuis, quoi. Après, c'est onigiri, le ramen de Naruto. Vas-y, je vais te regoûter un ramen. Et le manga, ça a été, moi, ma porte d'entrée sur la culture japonaise. Et du coup, tu l'as inscrite dans ta cuisine. Aujourd'hui, Mosuke, c'est un restaurant gastronomique avec à la fois de la cuisine ouest-africaine et de la cuisine japonaise et française. Il y a un peu des trois, c'est ça? Mosuke, aujourd'hui, c'est né un peu d'un refus de choisir. Hein. Parce que d'ailleurs, je te disais, quand j'ai décidé, je me suis dit, je peux faire ça pour moi en ouvrant mon restaurant. Et au début, j'étais plus dans une idée de faire entre la France et mes origines, du coup, l'Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai commencé mes premiers essais, j'ai toujours travaillé avec des chefs qui étaient soit japonais, soit qui avaient cette culture dans leur cuisine. En fait, je sais pas travailler sans ces produits-là. Donc, quand j'ai fait un mafé, je goûtais, je trouvais pas le goût. Qu'est-ce que je fais? Première réaction, je mets du miso dedans. Bam, c'est génial. C'est fou. Donc, tu fais vraiment des tests comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Je voulais savoir comment ça se traduisait, si là, tu as un exemple de plat justement que tu peux nous donner où il y a un peu des trois, tu vois. Comment ça se traduit concrètement? On n'a pas
les 3 dans chaque plat. C'est Ok. vraiment... Il y a des plats où il y a les 3, j'y viendrai. Hein, mais ça se traduit plus par des séquences. Par exemple, quand on commence le repas, on commence vraiment par un bouillon d'ashi à la japonaise, mais vraiment dans la pure tradition japonaise. Et on va juste forcer un peu les assaisonnements Ok. pour que ça soit un peu plus sensible sur le palais français. Parce que je vais goûter un dashi japonais, un français, il va trouver que c'est de l'eau chaude. Ok. Donc on est obligé de forcer un peu plus je les capte. assaisonnements pour l'avoir. Et d'autres plats qui vont être typiquement d'Afrique de l'Ouest, avec des ingrédients d'Afrique de l'Ouest, comme le tiakri qu'on fait. Et l'idée, c'est dans la totalité du menu, que tu aies la sensation un peu d'être baladé au milieu des 3. On a des plats comme, on fait une soupe, la pépé soupe, qui est une soupe de base qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, on en trouve jusqu'au Nigeria. Et c'est une soupe de poisson tomatée, pimentée. On va dire au Nigeria, les Côte d'Ivoire, elle est plutôt piment, et au Cameroun, elle est plutôt sur le poivre. On part de cette base de soupe de poisson, mais moi ici, je vais pas travailler des poissons qui viennent d'Afrique, il n'y a pas de sens d'importer du poisson. Donc on travaille des poissons français, et on va travailler avec de la bouillie de roche de Méditerranée qui sert à faire la bouillabaisse en fait. Ok. Donc on part avec une base de bouillabaisse qu'on assaisonne avec tout le mélange d'épices qu'on trouve dans la pépé soupe. Donc vraiment le même mélange d'épices. Et à la fin, normalement, on rajoute un peu de poisson fumé pour la corser. Et là, je vais venir apporter non pas du poisson fumé africain, mais du katsuobushi japonais avec du kombu pour venir travailler le fumé. Donc on va avoir... Ça commence à me donner faim en fait, cette histoire. Voilà, tu vois, en fait, il n'y a pas de démonstration, c'est vraiment se servir, entre guillemets, du savoir-faire, du produit, de la technique de chacun pour, moi, avoir la meilleure recette possible, quoi. Et quand on vient dans ton resto, ça se passe comment? Il y a combien de plats en fait quand tu viens? C'est un peu un marathon, hein. En vrai, le midi, on annonce 15 séquences, c'est-à-dire que tu vas manger 15 préparations différentes, voilà. Et le soir, 25. Ok. Donc, faut compter, Faut être prêt. Ouais, faut être prêt. Faut pas se dire, ouais, c'est des petites assiettes, je mange un petit truc avant de partir, c'est grave erreur, parce que sinon, voilà, ça va être compliqué d'aller Le goûter, faut le skipper. Ouais, non, pas de goûter. Vraiment, faut y aller comme ça après le déjeuner à jeun et pour le dîner. Franchement, c'est 3 heures à table, mais on le sent pas, quoi. Ok. C'est vraiment l'idée d'avoir défilé comme ça et d'être vraiment toujours avec quelque chose sur la table en train de manger, quoi. Et du coup, Mosuke, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom? Parce qu'en vrai, je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, on a déjà fait un sujet de vidéo sur le personnage qui est lié un peu à ce truc-là. Donc, Mosuke, c'est un croisement, donc le mot de mon prénom, Mori. Et le suke, c'est tiré de Yasuke, donc, qui est, lui, le premier samouraï étranger dans l'histoire du Japon et surtout le seul samouraï noir africain qui existe au Japon, quoi. Donc, c'est une histoire assez folle, hein, qui n'est pas très heureuse au début parce qu'il est pris en tant qu'esclave par les jésuites, d'abord en Inde, et ensuite de là, il l'amène au Japon, où il rencontre un seigneur féodal, et il se lie d'amitié, et finalement il monte tous les échelons de la société japonaise à cette époque jusqu'à devenir samouraï, qui est un des plus hauts rangs. Quelque part, c'est un Africain qui s'est totalement pris de la culture japonaise et qui est totalement installé, et je trouve ça beau comme message pour le restaurant, quoi. Ouais. Et je crois que à la sortie de ce podcast, à mon avis, on a sorti la vidéo YouTube sur Yasuke. Elle est prévue, on est en train de faire un docu et je crois que ça sort en avril, donc je pense qu'il sera sorti. Donc n'hésitez pas à aller voir le docu qu'on aura préparé sur Yasuke, vous aurez toutes les infos. Ah, mais c'est un perso en plus qui a vachement, depuis nous on avait il y a 5 ans le restaurant, on dit ça, t'es pas connu, mais maintenant ça a vachement percé. Ah mais de fou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on sait pas exactement ce qu'il est advenu de lui et tout, donc il y a plein de théories qui sont marrantes. Et écoute, je te laisse piocher le prochain. Je te prends ça. Bon, tu dois reconnaître un foulard violet. C'est la couleur de ton équipe dans Top Chef. Ouais, totalement. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était comment tu avais vécu cette expérience et surtout ce que ça avait changé par la suite, tu vois. Et puis aussi connaître un petit peu pourquoi tu l'as fait. Pour moi, je te dirais que ça a tout changé, hein. En vrai, je n'avais pas fait Top Chef, on serait pas là en train de discuter aujourd'hui. Donc, peut-être, je me serais intéressé. Donc pour moi, ça a tout changé et je me suis inscrit d'abord dans une logique hyper pragmatique. Donc je suis arrivé, c'est bien, on revient toujours sur ce moment, mais ce moment où je me suis dit, bon, faut que j'ouvre mon resto. Et ma deuxième réaction, ça a été de se dire, comment tu finances ce resto? Concrètement, j'ai les moyens financiers que j'avais clairement pas de thunes pour ouvrir un restaurant tout seul. Et je me suis dit, à l'époque, en vrai, faire Top Chef, ça peut aider à ouvrir ton restaurant et surtout, ça facilite l'obtention d'un prêt, quoi. À ce moment-là, je m'inscris sans aucune garantie d'être pris. Donc, par chance, je passe tous les castings et je suis pris. C'est quoi les castings? Ils te testent techniquement? Ouais, t'as 4-5. En vrai, le test cuisine, c'est le dernier.
passe. C'est d'abord Donc, des tests de personnalité. Ouais, c'est ça, c'est des tests de personnalité. En vrai, c'est de l'interview, une première fois au téléphone, et puis après une deuxième fois en physique, une troisième fois filmé. Et après, c'est seulement au bout de la quatrième fois où tu cuisines 2 plats. Un plat où tu ramènes tes produits, tu fais ton plat signature. Ça montre à quel point aussi ils cherchent des personnalités. Oui, c'est tu ça, vois. c'est ça. C'est vraiment la télé, quoi. C'est ça, t'es super cool, maintenant on va vérifier si tu sais cuisiner, tu vois. C'est pas tu sais cuisiner, on va vérifier si t'es cool, tu vois. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne, Ok. le cast Top Chef. Et après, bon, bah tu passes sur l'épreuve cuisine et voilà, ça se passe bien ou pas, quoi. À ce moment-là, quand on a commencé le tournage, bah moi, en parallèle, bah j'avais quitté mon taf et je cherchais un restaurant, un lieu, et en même temps, je cherchais un prêt, quoi. Ouais. Donc pendant le tournage, je faisais tout ça. Et finalement, bah, quand j'ai trouvé le lieu, j'ai été voir une banque, j'ai dit voilà mon plan de financement. Voilà, je vais présenter cuisine africaine, japonaise, c'est un peu compliqué et tout. Et au passage, j'ai fait Top Chef. Ah bon? Ah ouais. Et T'as j'avais senti que ça avait changé. j'avais 3 offres de prêt. C'est énorme. Vraiment, C'est fou, quand même, c'était hein. vraiment, mais j'étais en mode, mais est-ce que vous êtes sûr? Je peux être à mytho, vous savez? Genre, bah, c'est pas encore diffusé, tu vois. Ah, c'était pas encore Non, diffusé. c'est pas encore diffusé. J'ai dit, bah, la saison arrive. Donc, justement, l'idée, c'était d'ouvrir, bah, C'est fou, pile ça. pour la, tu vois, fin de saison, bam, on ouvre, quoi. Et eux, c'est d'accord avec ce plan, quoi, pour profiter d'un Ah ouais. maximum. Et ils t'ont demandé un peu où t'en étais arrivé. Ouais, bah ouais, ils me demandaient, avant la bah, je diffusion. leur disais, voilà, là, j'ai pas encore fini, actuellement, j'en suis là, et tout, et tout. Du coup, bon, j'aurais quand même envoyé des preuves, quand même, mais j'ai même les en demandé, hein, mais tu vois, j'aurais envoyé des preuves. Et quand j'ai été, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai été éliminé Top Chef, bah, le lendemain, en vrai, j'avais pas envie de sortir et tout, et un agent immobilier me dit, non, viens, j'ai un resto pour toi et tout. Et en fait, c'est le resto que j'ai aujourd'hui, tu vois. C'est ouf, hein. Et donc, trop cool, comme quoi les choses, tu vois. Moi, j'étais grave des, voilà, je me disais, moi, je pouvais aller plus loin et tout. Et finalement, bah, je fais ça, je fais l'offre, j'achète le resto. Un super truc qui s'appelle le Covid, donc boum, confinement, bam. le vrai confinement. Ouais. Tu vois, donc l'ouverture est décalée de plusieurs mois. Et dès qu'on a pu ouvrir, on l'a ouvert, quoi. Mais vraiment, c'est Top fou. Chef, ça m'a permis, moi, bah, de chercher mon prêt. Et par la suite, bah, après l'expérience Top Chef, bah, d'avoir la garantie quand même d'avoir un flux de clients dès l'ouverture. Ouais. Ce qui est hyper rare quand on ouvre un restaurant, de se dire, ok, je sais que je vais te plaindre. Après, je dirais que Top Chef, ça fait venir le client une fois. Faut convertir, quoi. Voilà, le client vient une fois grâce à Top Chef. Si t'es mauvais, bah, il viendra pas 2 fois et au bout de 6 mois, t'as épuisé tout ton vivier, il y a plus personne. Quoi. Disons que c'est une garantie au début quand même, c'est plus safe. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est ça, c'est de mais faut sécurité, mais convertir. il faut être bon. Faut pas être trop gourmand. Faut respecter ton client dès le premier client et pas se dire, ok, on est roi du pétrole, c'est bon, le resto il est ouvert, ça tourne et on s'en fout, quoi. Non, chaque client est important. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous, 5 ans plus tard, on bosse comme ça, c'est que j'ai toujours appuyé là-dessus, de se dire, voilà, le client vient une fois, mais le but, c'est qu'il vienne 2, 3, et qu'il en parle autour de lui, et que les gens autour de lui viennent. Parce que la médiatisation, c'est bien, mais le bouche à oreille, c'est ce qui va me faire bosser 10 ans. Puis dans 15 ans, on aura presque oublié que t'as fait Top Chef. C'est Je veux dire, ça. à un moment donné, c'est ça, faut que ça dure, quoi. C'est un autre temps, mais ouais, je te dirais, Top Chef, ça m'a permis d'ouvrir mon restaurant, quoi. Ça t'a pas mis trop la pression, justement, d'avoir... sachant que au moment où t'es pris Top Chef, quand même, il y a une différence entre celui qui part en premier et celui qui part en dernier, évidemment, de médiatisation. Ça t'a pas mis trop la pression, comme toi, tu cherchais un prêt, fallait que tu changes de resto, tu venais de quitter ton taf. En fait, comment t'as abordé aussi ce truc-là? Ça m'a mis une pression, mais une bonne pression. C'est un peu un truc un peu responsable, se dire, ok, voilà, t'es pas là pour faire le malin à la télé, t'es pas là pour passer à la télé, t'es là pour faire des bons plats, t'es là aussi pour t'amuser dans ta cuisine. Et c'est la première fois aussi que je cuisinais pour moi. Ouais. Tu vois, que je cuisinais pas pour que ça plaise à un chef qui doit valider ma recette ou quoi. Non, je faisais ma cuisine pour la première fois. Donc, c'est aussi une opportunité à utiliser de se dire, voilà, t'as l'opportunité pour la première fois de cuisiner. Et ce qui est trop cool dans Top Chef, c'est que bah, tu cuisines, mais tu cuisines pas pour n'importe qui. Tu cuisines pour des super chefs. Ah, des sacrés chefs. Qui goûtent beaucoup de plats et qui savent qui connaissent le métier, quoi. Donc, quand t'as le retour et quand t'as le feedback d'un Maximin, quand t'as le feedback d'un Paul Perret, quand t'as le feedback d'Etchebest, bah, en fait. C'est un vrai feedback. C'est un vrai feedback et tu le prends totalement. Et c'est trop cool parce que ça, dans ta vraie vie, autant que chef, si j'ai ouvert mon restaurant sans faire Top Chef, bah, avant d'avoir tous ces feedbacks, j'aurais pu bosser 20 ans, quoi. Donc, en vrai, c'est hyper enrichissant comme expérience aussi à titre de cuisinier, quoi. Et est-ce que t'es un peu choqué du niveau qu'il y a aussi entre les gens ou tu t'y attendais Non, je m'y attendais, mais franchement, j'ai fait je fais partie d'un bon cru, on va dire, d'une super saison. Et il y avait un niveau de ouf, mais c'est trop bien parce qu'on s'est tous tirés vers l'eau, quoi. Parce qu'on était tous potes, mais voilà, quand l'épreuve a démarré, tu vas voir, c'est moi qui vais gagner, quoi. Tu vois, en vrai, moi, je vais la gagner. Et l'autre, tu dis, ouais, vas-y, je vais la gagner. On va voir qui gagne, tu vois. Et c'était hyper sain comme compétition parce qu'après, quand il y en avait un qui a gagné, bah,
Elle dit, ah, t'as fait quoi? Ah ouais, putain, trop bien. Et tu vois, et du coup, on s'est tous tirés en haut. Et puis aujourd'hui, on le voit, il y a Mallory qui a eu son étoile depuis. Il y a Adrien aussi qui a son étoile. Moi, j'ai mon étoile. David Gallienne qui était dans notre saison, il a toujours son étoile aussi. Et c'est une saison un bon cru. ouais, il y a Jordan aussi qui avait eu son étoile. Et donc, finalement, c'était un bon cru. Et on se rend compte par la suite que, ouais, voilà, il y avait un bon niveau dans cette saison. Il y avait un sacré niveau. Fallait le faire. Ouais. Et maintenant, tu es toi-même animateur d'une émission qui s'appelle Cuisine ouverte. C'est fini. Ah, c'est fini? Ouais, je croyais que ça mais on continuait. va en parler. Hein, ah, je suis chaud. C'était quoi? C'était comment du coup cette expérience-là? T'as kiffé? Ouais, franchement, j'ai kiffé. Au début, moi, au début, c'était parce que on s'est lancé quand j'ai ouvert ce restaurant. Donc j'avais des propositions, mais j'avais vraiment pas le temps et j'étais focus dans mon resto. Puis est venu le Covid où on faisait du poulet frit, du coup j'avais beaucoup plus de temps. Ouais. Et la proposition elle arrivait à ce même moment, donc moi je suis ok, pourquoi pas en discuter. Mais j'ai envie d'être dehors, j'ai pas envie d'être enfermé dans un studio. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser sur Cuisine Ouverte, où c'était une émission où on était en extérieur. Ouais. Et c'est France 3, donc c'est la chaîne des régions. Donc on allait en région et l'idée c'est un peu l'expression d'un terroir où on cuisinait dans un lieu un peu emblématique avec un chef local et avec des produits locaux. À la base, moi je t'ai lancé pour un run, je me suis dit on tourne tout et puis on fait 6 mois et puis voilà, fini la saison et je reprends ma vie quoi. Ouais. Et là, ça en vient d'arrêter la dernière diff février là. Ok. Et ça a duré 4 ans, 5 ans même. Donc assez ouf. C'est énorme. Assez ouf, plus de quasiment 200 émissions, donc trop bien quoi. Et moi, passer de l'autre côté de la télé, on va dire, pour moi qui ai démarré la cuisine un peu grâce à la télé, c'était cool parce que ça me faisait un peu... la boucle quoi, tu vois. Et je me disais, voilà, c'est cool d'être le monsieur dans la télé qui a peut-être en inspiré d'autres. Et d'avoir plein de gens qui regardent, qui me disent c'est super tes recettes, d'avoir des jeunes qui disent je regarde Cuisine Ouverte et tout, c'est trop cool quoi. Ouais, c'est énorme. Ok, génial. Et tu peux passer à l'objet suivant. Je regarde ce qui me reste. Ah, c'est un petit sablier. Alors là, tu peux pas trop deviner pourquoi. T'as fait tellement de trucs en vrai là en peu de temps. En fait, il y a plein de choses dont on n'a même pas parlé, mais il y a eu un restaurant éphémère au Palais de Tokyo. Il y a eu un restaurant à Saint-Tropez. Ouais, c'est le premier restaurant Vuitton, d'ailleurs. Le premier restaurant Louis Vuitton, truc de fou. Quand on regarde un peu, même tous les établissements où t'es allé, c'est quand même des établissements, en fait, on en parlait, des palaces, quand même des endroits de fou. T'as fait ton resto gastronomique, il y a une étoile. T'as fait une offre de street food, ça a marché, il y en a 3. Enfin, ça fait beaucoup de choses en peu de temps. C'est quoi maintenant les rêves que tu as? Est-ce que c'est des rêves qui sont, j'en sais rien, peut-être de plus en plus simples ou encore plus grands? Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'étoile Michelin. Tous les ans, il y a ce truc-là de la maintenir. Est-ce qu'il t'en veut encore une de plus? Tu vois, moi, c'est ma première réflexion. Je me dis, chef cuisinier, il en veut peut-être une de plus. Ou alors peut-être que tu as carrément d'autres rêves à accomplir maintenant, tu vois. Si, il en reste encore beaucoup. C'est vrai que s'est passé beaucoup de trucs en peu de temps. Ça s'est fait sur un rythme qui était assez costaud. Donc, on va dire, on évolue avec, dans la vie aussi, en même temps, en parallèle que la vie professionnelle et la vie personnelle aussi. Hein. Donc, moi, j'ai été papa depuis et tout. Donc, plein de choses qui font qu'aussi, tu vois différemment la vie. Et ouais, aujourd'hui, je dirais le Michelin, forcément. Avec toute l'équipe, là, on est mobilisés et on cherche une deuxième étoile. Et c'est pas une obsession pour moi, deuxième étoile. Je pense qu'on l'aura quand on la méritera, donc c'est ce que je leur ai dit. Quand on sera au niveau, en fait, on l'aura. Donc, mais qui décide qu'on est au niveau? Je sais pas. Donc, bon, faisons juste de notre mieux et faisons de mieux en mieux. Et au bout d'un moment, ça sera évident et on l'aura, quoi. Donc, c'est vraiment pas une obsession, mais forcément, c'est un but, un objectif. Et je trouve que c'est bien aussi et c'est assez cool avec une équipe d'avoir un but commun et de se donner notre maximum pour y arriver, quoi. Donc, bien sûr, l'étoile Michelin, donc de plus. Et aussi... je dirais continuer à bosser sur ma cuisine à titre personnel et pouvoir développer d'autres concepts. Donc là, actuellement, on est en train de travailler sur un concept vraiment centré sur la cuisine d'Afrique de l'Ouest, sans la France, sans le Japon, et de se dire qu'est-ce que ça peut être une vision moderne des classiques cuisine ouest-africaine. Ok. Et ça, c'est mon gros projet du moment. J'espère que tu vas mettre des alocos parce que c'est juste trop bon. Je ne veux pas faire ça. Et après, je te dirais des rêves. Il y en a pas tant que ça. Je te dirais un jour, mais c'est du moyen long terme parce que là, à court terme, si je faisais, je m'en sortirais pas. Mais ouvrir un resto au Japon, un autre en Afrique de l'Ouest et pouvoir, d'avoir un sur les 3 qui sont importants pour moi parce que je pense que je ferais pas du tout la même cuisine dans les 3. Il y en a déjà des restaurants gastronomiques en Afrique de l'Ouest? Il commence à en avoir quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très développé. Mais avec le niveau de vie qui augmente aussi, on se rend compte qu'il y a une classe moyenne qui est de plus en plus intéressée par le sujet nourriture et surtout par la gastronomie, quoi.
Et donc, moi, je sens que voilà, quand j'ai pu y aller souvent, là, dernièrement, justement pour le développement de l'offre Air France, et je vois qu'il y a quand même plus en plus dans des villes comme Abidjan ou Dakar, une vraie demande pour ces choses-là. Ok. Quoi. Donc, et puis, Japon, bon, bah, je pars prochainement là, pour un pop-up au Japon, donc trop Ok. bien, je suis trop content à Tokyo. Donc, ça permet aussi de mettre un petit pied là-bas. Mais, Il y a Pierre Perret qui a un. Ah non, c'est en Chine, pardon, c'est Shanghai. Oui. Je confonds. Ouais. Ouais. Il Pas a, du tout. il a fermé Ultraviolet, mais il a encore plein de brasseries et plein d'autres restos à Shanghai. Ok, énorme. Ok, bah en vrai, hyper intéressant. Mais je te souhaite d'avoir. Franchement, les 3 restos sur les 3 continents, ça va être Ça, c'est énorme. trop cool. Franchement, ce serait trop cool. Je crois qu'il reste 2 objets. Alors, qu'est-ce que c'est? Je te dirais que c'est un relais de course, mais. Ouais, c'est un c'est bâton ça de relais. Ouais, c'est un bâton de relais. Pour moi, le bâton de relais, il symbolise un peu le partage que tu veux aussi laisser comme héritage dans la cuisine. On a déjà un petit peu parlé par tout ce que tu fais, etc. Mais moi, j'avais envie de savoir un peu en termes de. On t'a beaucoup transmis quand t'étais, on dit élève cuisinier, ou je sais pas. Et toi, c'est quoi ton rapport à la transmission aussi? Bah, À quel moi, point c'est important, tu vois? Pour moi, c'est primordial en vrai. Hein. Je pense que c'est dans l'essence de notre métier. En vrai, on a un vrai métier de mentorat, d'apprentissage. C'est hyper développé dans notre métier. On apprend des gestes. Tu sais, on n'apprend pas. Il y a un savoir-faire qui est théorique. Tu vois, on doit comprendre ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, c'est un geste. Et un geste, ça s'apprend forcément avec quelqu'un, quoi. Et donc, il faut quelqu'un qui te montre comment faire ce geste pour pouvoir le faire. Tu peux l'apprendre de manière intuitive, mais tu as toujours besoin d'avoir un guide à côté de toi. Moi, c'est hyper important, justement, de transmettre ce que je sais faire à des jeunes, mais aussi à un état d'esprit. Je trouve qu'on a eu un métier qui a été longtemps vu comme un métier difficile, ce qu'il est. Hein. Je dis pas que c'est facile, la cuisine, mais ce qu'il est. Hein. Mais un métier qui était dur, un métier où il fallait toujours faire la gueule, engueuler, savoir faire des casseroles et tout, qui pouvait être parfois violent. Et moi, ce que je m'efforce à faire, c'est justement tous les jeunes qui sont chez moi, c'est leur dire non, tu peux avoir le niveau d'exigence qui est le mien et tu peux viser des étoiles Michelin, tout ce que tu veux, tout en étant chill, quoi. Ouais, tranquille, genre juste tranquille. Tu vois, tranquille, quoi. Tu veux vraiment le faire en étant tranquille, être sûr de toi, faire ta cuisine, mais en même temps, il faut que ça reste un amusement. Et tu peux être bon avec tes équipes, à te le rendre encore plus. Le tyran, ouais, bien sûr, il va tirer quelque chose de toutes ses équipes et il va réussir à avoir une concentration maximale, mais à quel coût? Ouais, tu vois, en fait, c'est possible de le faire autrement, quoi. C'est ça, c'est possible de le faire autrement et surtout, j'ai envie que vous, quand vous partiez de chez moi, vous le fassiez autrement. Donc, c'est une transmission, mais il y a aussi quelque part un devoir que je leur transmets, c'est de dire, voilà, ce que tu as appris ici, faut que tu le dupliques et que tu le répandes aussi et que toi, quand tu es chef, bah, je veux que le moment où tu passeras chef, bah, tu transmettes la même chose à tes équipes pour qu'on puisse retourner un peu ce système qui est déjà en cours de changement parce que bah, c'est juste pas possible de le faire aujourd'hui. Il en reste encore. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs dans ma génération qui ont le même état d'esprit de se dire bon, non, en fait, ce métier, on peut le faire sans avoir à être violent, sans avoir à être brutal, sans être vulgaire, tu vois. En fait, il y a plein de corps de métier où aujourd'hui, il y a un peu cette réflexion-là de dire l'exigence, elle vient pas forcément du fait que ce soit dur, compliqué, voire violent, tu vois. C'est ça, c'est que cette brutalité, elle n'est pas nécessaire pour avoir l'exigence. L'exigence, ça naît de la concentration, de la répétition, mais elle n'est surtout pas de la brutalité et de la violence, quoi, tu vois. Et c'est la logique japonaise, il y a la philosophie des 10 000 heures. On dit qu'on devient maître au Japon dans quelque chose en pratiquant pendant. Donc je leur dis, moi je suis encore loin de mes 10 000 heures, donc vous aussi, encore plus que moi. Donc voilà, le seul moyen de devenir un master et de vraiment être très bon dans ce qu'on fait, bah, c'est de répéter, de travailler le même geste, d'apprendre patiemment. En fait, la patience, c'est un peu ironique venant de moi qui en 5 ans a fait énormément de choses. Mais en vrai, moi je suis pas pressé. Les choses vont vite, mais moi je suis pas pressé, quoi. Moi, plus des opportunités, des expériences qui arrivent. Des opportunités, des choses qui arrivent vite. Donc voilà, c'est là, c'est à prendre ou à laisser. Donc voilà, donc ça va vite. Mais bon, en soi, je suis pas quelqu'un de pressé dans ma nature. Au contraire, je suis quelqu'un qui aime prendre le temps de vraiment comprendre, de bien faire. Et c'est ce que j'essaie de leur transmettre, quoi. C'est-à-dire, faut pas être trop pressé dans la vie. Apprenez d'abord les bases et après, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez par la suite. Intéressant. Et tu vas voir que la personne qui t'a offert un cadeau, elle nous a aussi parlé de cette règle des 10 000 heures. Ouais. Je me demande si elle n'était pas bien 10 000 heures dans son activité. Okay. Je t'en parlerai après. Et je crois qu'il reste un objet dans la petite boîte. Allez. C'est une petite affiche. Pareil, on aurait bien voulu avoir l'original, mais c'était pas possible. Time, Michel Guérard, celle-là, elle est iconique, celle-là. Celle-là, elle est iconique. C'est, pour ceux qui ne voient pas ce podcast, c'est la une du Time, le Time Magazine, donc là, elle date de 1976. C'est le premier chef cuisinier français à faire la une du Time. Ouais, Michel Guérard.
Et il a totalement cassé le game à son époque. Parce que à l'époque, c'est la cuisine française, c'était du beurre, de la crème, du beurre, de la crème, du beurre. Je pourrais continuer comme ça 10 minutes, quoi. Et lui, il a dit stop, non. On va faire la cuisine minceur, une cuisine qui fait du bien au corps. On va faire des cuissons vapeur, on va faire des grillés, on va baisser la matière grasse, tout en gardant l'exigence de la cuisine française. Il avait 30 ans d'avance. Donc, c'est c'est fou, ce qu'on fait aujourd'hui. Lui, en 76, il a des clics et il s'est dit OK. Et il avait des cures qui existent toujours, hein, des cures thermales. Et du coup, c'était en complément des cures. Lui, il proposait ce repas-là gastronomique, mais minceur. Il a fait la une du Time comme ça, en cassant totalement le game, quoi. Mais du coup, ça me fait une transition parce qu'il y a eu deux autres chefs français qui ont fait la une du Time. Il y a eu Alain Ducasse et il y a eu toi. Ouais, c'est ouf. Et là, elle est juste derrière. Elle est juste derrière, là. Je trouve ça c'est incroyable, non? Ouais, assez fou. En vrai, assez fou dans le sens où c'est déjà sorti de nulle part. Moi, vous n'êtes pas trompé. C'est vrai que vous êtes cherché. Il y a plein de gens cool en France, hein, vous savez. Genre, je vais vous en présenter 2-3. Mais non, c'est bien moi qui me cherché. Et finalement, ouais, ça en dit aussi beaucoup sur... finalement, en France, je pense que... Voilà, les gens, il y a toute une génération où on a un peu grandi ensemble. Donc, je fais un peu partie des meubles et on se dit, bon, c'est Maury, voilà. Mais vu de l'extérieur, ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, ce que je faisais, ça pouvait être perçu d'une manière totalement différente et que pour un Américain, c'est pas si évident que je fasse cette cuisine et que j'ai le succès que j'ai aujourd'hui. Ouais, et ah ouais, en fait, oui, c'est vrai. Peut-être ce qu'on fait, c'est cool, quoi. C'est comme ça que t'expliques que c'est toi qui as été un petit peu choisi parce que la cuisine est différente, que c'est quelque chose que finalement personne n'avait fait avant. C'est ça, et que c'est aussi une photographie de ce qui est la France ou Paris aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que là où en Amérique, ils ont une vision très découpée de la société où les Latinos sont avec les Latinos, les Blacks américains avec les Blacks américains, et ainsi de suite. Que non, en France, tu peux être noir et français et avec des origines d'Afrique de l'Ouest et passionné par le Japon et que tout ça s'additionne en une personne et que tu restes néanmoins français et que le drapeau que tu portes, c'est le bleu, blanc, rouge et que tout ça, en fait, pour un Américain, c'est un peu what the fuck, quoi. Vraiment, du coup, ils se sont intéressés à ton profil. C'est ça. Et juste ils t'ont contacté en mode t'aimerais bien ouais, c'est ça. Et après il y avait aussi sur ce Time 100 Next, en fait il y a un système de parrainage. Donc c'est à dire que tu as un Time 100 grand et ils leur demandent en fait pour vous qui peut représenter le futur et il y a un système de parrainage comme ça. Et donc Omar Sy a glissé mon nom. Donc ça s'est fait via Omar Sy. Okay. Ils connaissaient pas, ils ont dû se dire que c'était cool et que c'était trop bien. Et donc à la base c'était juste pour être dans la liste et ils se sont dit non, tu vas faire une découverture et ça s'est fait comme ça, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que ça a changé quelque chose ou en vrai pas trop, mais j'imagine qu'à l'international t'as quand même une résonance. Ouais, déjà, ça fait une sacrée carte de visite, on va dire, à l'étranger. Donc, là, tu peux avoir ton prêt pour un nouveau resto. Ouais, je pourrais même, je sais pas, après à New York. Mais j'essaye pas, non, c'est mort. Mais c'est vrai que c'était plus on va dire une confirmation, mais plus personnalité publique, on va dire. Ouais. C'était moins chef cuisine. Là où le Michelin, c'est vraiment un tampon, on va dire, sur la cuisine que je propose au-delà de qui je suis. Et là, c'était plus une reconnaissance du personnage que je représente, on va dire, dans un paysage médiatique, quoi. Donc, c'est plus la personnalité publique. Et ensuite, ça ouvre des portes à l'étranger assez fou, quoi. On t'a fait des propositions Ouais, à ce moment-là, j'ai plein de propositions, de consulting pour des hôtels aux quatre coins du monde et tout. Mais moi, non, j'aime bien Paris. Ouais. Ça a été facile pour toi de dire non à tous ces trucs. Ça a été facile pour moi de dire non parce que vraiment, j'ai pas envie de passer ma vie dans l'avion. Et encore plus maintenant que je suis papa, mais à ce moment-là, je l'étais pas. Pas envie de ça, quoi. J'ai justement fait des pop-up un peu à plein d'endroits et à chaque fois, moi, j'adorais le pop-up. Mais ce qui me fatigue le plus, c'est vraiment se dire... Je suis jamais posé à un endroit. C'est éphémère. Ouais, t'es chez toi, mais t'es toujours entre deux et tout. Et ce rythme de vie, moi, ça me va pas. Je veux avoir mes 10 000 heures dans ma cuisine. Faut devenir maître. Si je veux passer mes 10 000 heures dans ma cuisine, il faut que j'évolue dans un périmètre plus restreint et que je puisse après me projeter via des choses plus courtes, plus éphémères, des pop-up et autres. Mais du coup, ça n'a pas été difficile pour moi de refuser toutes ces propositions, quoi. Tu penses que t'es à combien d'heures en vrai dans la cuisine?
En vrai, dans la cuisine, je pense que c'est 10 000 heures, je suis plus très loin. Ouais. Je suis plus très loin, mais il y a 10 000 heures sur des tâches. Moi, voilà, je suis un peu têtu comme un cuisinier. Je me dis, ça fait pas 10 000... J'ai pas passé 10 000 heures à travailler du poisson, j'ai pas passé 10 000 heures à couper des légumes. Ah, faut être un maître en poisson, Ouais, un maître. 10 000 heures en cuisine, je pense que maintenant, c'est bon, je les ai. Mais les 10 000 heures à faire une tâche spécifique, pas encore. Ouais. Et tu t'en parlais un peu avant, ça m'intéresse aussi de savoir un peu justement quel est ton rapport à la célébrité entre gros guillemets, personnalité publique. Est-ce que c'est un truc que t'accueilles volontiers, un truc que tu vis parfois mal? Enfin, je sais pas, en fait c'est quoi ton rapport à ça? Bah, je l'accueille volontiers, je dirais, mais il y a une période d'adaptation. Ouais. Tu vois, en vrai, en plus, moi, c'est suite à Top Chef. Ouais. Donc, on était confinés. Et donc, Top Chef, c'est fini, on a été déconfinés. Et moi, je suis sorti de là, comme tout le monde, je fais le métro. Et là, tu vois, je suis debout et je vois des flashs, des gens qui me prenaient en fait en photo comme ça, en fait, cachette. du jour au lendemain, et presque. du jour au lendemain, en fait, moi, j'ai été confiné, je suis rentré en confinement, j'étais personne, et je sors de là et je vois que les gens me prennent en photo dans le métro. Ouais, ça fait bizarre. M'arrêtent et tout, et je me dis, ah ouais, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, peut-être faut que tu t'adaptes, quoi. Il y a peut-être un truc à faire. Tu veux plus prendre le métro, tu veux plus vivre comme avant, quoi. En Et, plus, t'es grand, ouais, t'es entre je peux pas me marques, planquer, tu peux pas trop te planquer. Je peux pas me planquer, je suis une capuche, une casquette en mois de juin et tout. Et donc, je peux pas trop me cacher. Donc, finalement, je m'adapte et voilà. Et puis, les gens qui t'arrêtent, en vrai, c'est que de l'amour. Hein. C'est des encouragements, des remerciements. Voilà, quand t'as un jeune qui dit ah, trop bien, grâce à toi, je vais faire de la cuisine. Ou, Ouais, ça, c'est cool. des gens qui disent voilà, tiens bon, c'est trop cool. Ou que voilà, que t'as une maman africaine qui pourrait être ma mère, qui me dit ah, c'est trop bien mon fils, c'est ce que tu fais, on est fiers de toi. Bah, en fait, c'est trop cool, ça fait hyper plaisir. Et c'est que de l'amour, et t'as quelque part envie de le rendre aussi, toi, par la suite, quoi. Donc, pas me dire ouais, non, ça me fait chier, on m'arrête dans la rue. Non, non, c'est trop bien parce que les gens, ils donnent que du love. Et après, si tu veux être tranquille, bah, tu t'organises pour être tranquille, quoi. Ouais, ok, je capte. Bon, bah, c'est beau de finir là-dessus. J'ai juste une dernière séquence d'échange de cadeaux quand même. Parce que, attends, je te récupère ça. Alors, tu vas repartir avec plusieurs cadeaux. Hein. Oh là. Ça a deux cadeaux. Il y en a deux, moi je vais en ramener qu'un. Non, parce qu'il y en a un qui vient de nous. Ah, quand même. En gros, on a écrit une BD de Culture G. Et voilà, du coup, ça c'est le premier cadeau. On l'offre aussi à tous les invités. Donc tu nous diras un peu ce que t'en penses et tout, mais on a mis plein de petites anecdotes intéressantes et on l'a fait en BD. C'est sorti en juin dernier, je crois. Bah merci. Donc voilà, on t'a mis un petit mot dedans. Parce que je dis on parce qu'on l'a écrit avec Eloane qui est juste là. Merci. Voilà. Et vient le temps de recevoir ton cadeau et de donner le tien. Donc, je sais pas à qui toi tu vas le donner. Dans tous les cas, celle qui t'offre le cadeau, elle s'appelle Esther Abrami. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est une violoniste incroyable en vrai. Je pense qu'elle a largement 10 000 heures de violon parce que elle a une carrière de fou. Elle a joué dans tous les plus beaux endroits où tu peux penser jouer du violon. Et elle casse aussi vachement les codes. Elle a sorti un album pour rendre hommage justement aux musiciennes féminines. Donc tu iras regarder un petit peu ce qu'elle fait, mais c'est trop bien. Le cadeau, il est un peu désuet parce qu'il a été offert avant Noël et donc il a un rapport avec Noël. Et en plus, j'ai un peu oublié l'histoire qu'il y avait derrière. Donc bon, je crois qu'elle sera pas très contente de comment je le présente, mais c'est une petite boîte de Lego à construire toi-même autour de Noël où tu mettras. Je crois que le concept c'est que c'est un porte-photo. Voilà. Ok, c'est un porte-photo de Noël. Trop bien. Comme Noël est passé, bon, ce sera pour l'année prochaine, mais voilà. Et du coup, toi, t'as apporté aussi un petit cadeau pour le ou la prochaine. Je sais pas qui ce sera exactement, mais tu verras. Alors, c'est une petite céramique. Ouais, c'est la céramique. Moi, j'adore ça. C'est trop beau. Et ça, c'est une céramique qui a servi au restaurant. Et donc, c'est un bol fait à la japonaise, dans le style du restaurant. Ah ouais, on met sa petite soupe miso dedans. Ouais, voilà, c'est un petit bol à soupe, voilà, à manger, à boire dedans. Bah, c'est trop mignon. Envie de poche sur l'armoire, ça marche aussi. Bah, déjà, merci d'avoir joué le jeu. Ça, c'est cool. Et puis, merci pour ta gentillesse. J'étais trop content de t'avoir aujourd'hui et c'était hyper intéressant. J'espère que tout le monde a trouvé ça intéressant. Juste, je vous dis à la semaine prochaine et il y aura un autre invité trop cool. C'est le mot de Noël, c'est bon.